Salut toi, c'est Adrien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de ma préparation pour la transcontinentale. Et aujourd'hui, le thème, ça va être le matériel que je vais emmener pour cette transcontinentale. Et dans une deuxième partie de la vidéo, on va parler de ce qui s'est passé sur le mois de février. Le choix du matériel sur une course comme ça, c'est vraiment super important, il faut vraiment pas se tromper sur le matériel. Donc moi, j'ai décidé quand même de partir, vous allez le voir, plutôt light. Certains vont même penser que c'est peut-être un petit peu trop light et que je pars avec assez peu de choses, mais c'est aussi dû à la période de l'année. On va partir fin juillet, début août, donc on va pas avoir besoin de tant de choses que ça. Mais la règle numéro 1 vis-à-vis du matériel, ça va être de pouvoir tout tester avant de partir dans des conditions à peu près similaires au jour J. Pour commencer cette liste du matériel, on va commencer par voir le matériel qui est obligatoire sur cette transcontinentale. Vous allez le voir, il y a assez peu de choses qui sont obligatoires, mais le premier élément, c'est le casque. Le casque est obligatoire sur cette course, c'est assez logique d'un point de vue sécurité. Et en fait, il est stipulé dans le règlement qu'il doit être aux normes en vigueur dans les pays qu'on va traverser. Donc en fait, à partir du moment où un casque aux normes UE, normalement, on n'est vraiment pas embêté. Autre élément obligatoire, c'est d'avoir deux lumières avant distinctes et deux lumières arrière distinctes qui ne partagent pas la même batterie du coup. Parce que certaines lumières avant et arrière vont partager la même source d'énergie et là, elles doivent vraiment tout être distinctes en cas de dysfonctionnement de l'une ou de l'autre. Comme ça, on n'est pas embêté et on garde quand même le fonctionnement de tout ça en sachant qu'on a toujours une lumière avant ou arrière qui doit pouvoir être fixée sur le vélo. On peut en fixer sur le casque si on a envie, mais on doit toujours avoir une lumière fixe quand même sur le vélo. L'autre point obligatoire, c'est d'avoir un gilet de visibilité ou un harnais qui va nous servir lorsque la visibilité va baisser. Et l'organisation, de toute manière, prévient qu'il pourra y avoir des contrôles lors de cette transcontinentale. Je pense pas qu'ils en fassent trop, mais en fait, c'est plutôt pour prévenir, pour notre sécurité à nous, ils mettent assez peu de matériel obligatoire. Mais en fait, tout le matériel obligatoire, c'est du bon sens. C'est vraiment pour notre sécurité à nous, pour vraiment que tout le monde arrive à bon port et qu'il n'y ait pas de problème de sécurité, qu'on ne se fasse pas rentrer dedans, qu'on soit vraiment toujours visible. Donc c'est vraiment l'objectif. Et maintenant, on va aller se retrouver dehors et je vais te présenter le premier élément que je vais emmener avec moi, ça va être mon vélo. Allez, on se retrouve dehors avec un petit peu de pluie bordelaise pour que je puisse vous présenter le vélo que j'ai choisi pour faire cette transcontinentale. Et mon choix s'est porté vers le Van Rissel RCR en groupe Rival. Pourquoi ce vélo? Pour plusieurs raisons. D'abord, il est très aéro, mais aussi très confortable. Même si on a une position qui est quand même agressive sur le vélo, on se retrouve quand même avec un certain confort. J'ai pour l'instant fait des sorties jusqu'à 6 heures et j'ai vraiment pas été limité du tout par le confort. Autre point important sur le vélo, il est vendu d'origine avec des roues carbone, les ZIP 303 compatibles tubeless. L'avantage, ça va permettre de pouvoir limiter un petit peu les risques de crevaison et les réparer assez facilement avec du liquide préventif dedans. Donc ça va être vraiment un aspect vraiment cool. Pour l'instant, elles sont encore en chambre à air et je les ai pas encore passées en tubeless, mais sur le prochain train de pneus, je vais sans doute les passer en tubeless. Autre point important, c'est le groupe. On est sur un groupe. Alors là, c'est pas très propre puisque j'ai roulé sous la pluie, mais on est sur un groupe en SRAM Rival électrique, à savoir que les batteries, que ce soit la batterie avant ou la batterie arrière, sont parfaitement interchangeables. Ce qui veut dire que si on a la batterie arrière par exemple qui est morte, on peut la switcher avec la batterie à l'avant pendant le temps qu'on recharge la batterie à l'arrière. Autre point important, c'est le développement qui permet, avec une casse arrière en 10-36 et un plateau avant en 35-48, de passer absolument partout. Autre élément super important, ça va être la sacoche. La sacoche que j'ai choisie pour partir, ça va être la Riverside. Donc là, on voit qu'il y a une partie avant, c'est la partie qui s'accroche sous la selle. Et après, on a toute la partie arrière, c'est la partie du sac qui lui est étanche. Et en fait, ça va jusqu'à 15 litres. Donc je suis parti déjà avec cette sacoche quand je suis parti en Italie et j'avais que ça. Et en fait, ça l'a fait. Donc je pense que je vais partir avec que ça. Peut-être mettre une petite sacoche top tube, voire une petite sacoche de guidon, mais je pense que ça va être tout pour les bagages, puisque vous allez voir, j'emmène pas grand chose, donc je vais pas avoir besoin de tant de stockage que ça. Le lien entre la sacoche et ce que j'ai choisi pour recharger mes appareils est assez facile, puisque c'est le panneau solaire. Donc en fait, lui, il vient se fixer directement sur la sacoche, donc en fait, ça va recharger pendant que je vais rouler. Et avec ça, je vais le coupler. Alors, je sais pas encore si je vais prendre une batterie de 20 000 ou deux batteries de 10 000 mAh. Mais je pense que ça va être suffisant. En fait, ça va recharger toute la journée.
et sans que je m'en préoccupe. Alors ça a tendance à bouger un petit peu quand on se met en danseuse, mais sinon en fait c'est très très stable. Donc je pense que plutôt partir quand même sur deux batteries de 10 000, parce que ça laisse quand même une sécurité. Si on a une des deux batteries qui crame, on en a encore une deuxième. Donc je pense quand même plutôt partir sur deux batteries de 10 000 mAh. Donc maintenant on va passer à la partie visibilité, donc avec les lumières arrière. Donc je vais partir avec deux lumières arrière pour me conformer à la réglementation. Celle-ci, c'est une lumière arrière de chez Lesin. Donc l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a un mode clignotant qui va jusqu'à 400 lumens et qui va jusqu'à 18 heures d'autonomie avec ces lumens-là. Donc en termes de visibilité, c'est quand même assez intéressant. Et après, elle descend à 200 lumens avec 30 heures d'autonomie. Donc c'est quand même très très bien pour être visible de jour comme de nuit. Et en deuxième lampe, je vais partir avec cette lumière, donc c'est une lumière L-Ops de chez Decat. Et celle-ci, donc elle tient entre 5 et 6 heures, mais je vais plutôt m'en servir en fait en deuxième lumière quand la Lesin n'aura plus de batterie. Le temps qu'elle charge, au moins j'aurai toujours une lumière d'allumée sur mon vélo. Et pour rester en sécurité de jour comme de nuit, je pense que j'aurai toujours une lumière allumée sur mon vélo dans tous les cas. Et maintenant, on va passer aux lumières avant. Donc deux types de lumières que j'ai choisi. La première, la lumière qui va vraiment le plus me servir, ça va être cette frontale de chez Gollum. En fait, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle éclaire à 1200 lumens, donc vraiment on voit super bien, et qu'elle a un mode automatique, en fait, qui vient s'adapter et à la vitesse, et à la nature du terrain, à la luminosité. Donc en vrai, c'est super pratique, et Gollum propose un petit adaptateur pour pouvoir fixer sur le casque, qui vaut de mémoire une quinzaine d'euros, donc il va falloir que je le commande. Et je pense que ça va être vraiment très très bien. Ils annoncent une autonomie en mode adaptatif de environ une nuit. Donc en vrai c'est top. Et en seconde lumière, je vais avoir celle-ci. C'est la deuxième lampe du kit qui va avec l'arrière de chez L-Ops, de chez Decat. Et en fait celle-ci elle va rester fixée sur le vélo et notamment elle va bien m'aider. Je pense sur les descentes de col, si j'ai une descente de col à faire la nuit, ça va me permettre d'avoir toujours une lumière fixe avec la deuxième, avec la frontale en plus. Et pour être vraiment au maximum en sécurité. On continue avec la sécurité. Donc j'ai choisi ce harnais, de partir avec un harnais et pas avec un gilet fluo parce que c'est un peu plus light et ça garde en fait les mêmes propriétés fluo et réfléchissant. Donc vraiment pour mettre toutes les chances de mon côté. D'un point de vue sécurité, visibilité, pour être visible de tous, c'est vraiment le plus visible possible. Ça arrive qu'il y ait des accidents sur ces types de courses, parfois mortels. Donc vraiment de mettre toutes les chances de mon côté pour que tout se passe du mieux possible. Autre élément important de la partie matérielle, c'est le GPS. Donc le GPS avec lequel je vais partir, ça va être le Garmin 530 Edge. L'avantage de ce GPS, c'est qu'ils ont une autonomie annoncée de 20 heures. Donc ça laisse quand même pas mal de marge. En deuxième, en cas de souci, j'ai toujours ma montre avec moi. C'est une Garmin Fenix. Donc qui a aussi une grosse autonomie. Donc avec les deux, en fait, je me dis que normalement, je devrais être assez tranquille et je devrais toujours pouvoir lire une trace GPS et produire une trace GPS, puisqu'en fait tous les concurrents doivent pouvoir justifier avec une trace GPS des endroits par lesquels ils sont passés. Donc on doit vraiment toujours enregistrer notre tracé. Ensuite on va parler du couchage. Donc pour dormir, je vais pas emmener de tente, je vais pas emmener d'abri, je vais pas emmener de tout ça. Je vais juste emmener un matelas et un duvet. Pour le choix du matelas, ça va être ce matelas de chez Decathlon. Et regardez au niveau de la taille, si on met une gourde à côté, c'est pas beaucoup plus gros que la gourde. Ils annoncent 1,7 litre une fois emballé, donc c'est quand même assez light, assez compact. Et je l'ai déjà dormi avec pendant tout le GR20. Quand je suis parti en Italie, j'ai dormi aussi un petit peu avec, donc je sais ce qu'il vaut. Je sais qu'en termes de confort, ça passe très très bien. Donc c'est vraiment avec ça que je vais partir. Pour le duvet, je vais partir avec un duvet de la marque Pajac. Donc ce duvet, il permet d'aller jusqu'à environ 9 degrés et il pèse moins de 500 grammes. Donc je ne l'ai pas encore acheté, mais ça va être un des achats qui va venir vraiment très prochainement. Il vaut un peu plus de 200 euros. Donc le prix est quand même assez conséquent, mais pour avoir à la fois du confort, avoir un poids quand même assez light, quelque chose d'assez compact, il faut forcément mettre le prix derrière. Donc ouais, ça va être le duvet avec lequel je vais partir. Et maintenant, on arrive sur quasiment une des dernières parties, la partie textile, donc ça va aller vraiment très très vite. Je vais prendre un cuissard court, un maillot court. Je vais prendre une veste type Kawaii, c'est la veste en fait que j'avais sur la présentation du vélo quand il pleuvait, juste au début de la vidéo. Et après, je sais pas encore, j'hésite entre deux types de vestes de chez Cotopaxi. Donc soit une veste à manches courtes, mais c'est pareil, qui peut se refermer sur elle-même et qui prend vraiment pas de place une fois repliée. Soit une veste à manches longues avec capuche de la même marque qui prend aussi vraiment aucune place une fois repliée. Je pense plutôt quand même aller sur une veste avec manches.
Ça va me laisser une plus grosse marge au cas où il fasse froid, au cas où il faille passer un col de 2000 mètres à 2 heures du matin. Ça va laisser une plus grosse marge quand même au cas où il fasse vraiment très froid. Et là on arrive sur la dernière partie, la partie un peu plus fonctionnelle, urgence. Le premier élément qui va aller dans ça, ça va être une couverture de survie. Je pars toujours avec une couverture de survie, que ce soit en montagne, sur des runnings un peu longs, ou même à vélo, si je pars un petit peu longtemps, je prends toujours une couverture de survie avec moi. C'est pas lourd, ça peut vraiment permettre de sauver la vie. Après, au niveau du dépannage, ça va être des rustines, des mèches, puisque je pense partir en tubeless, une chambre à air, un multi-tools, des maillons, attache rapide, une pompe, ce genre de choses. Ça va vraiment être tout ça, et puis une brosse à dents, du savon, enfin des choses assez classiques. De la crème solaire, il faudra pas l'oublier, puisque ça risque de cogner un petit peu quand même. Donc voilà, pour la partie matérielle de ce que je vais apporter avec moi. Donc comme tu as pu le voir, c'est quand même relativement light. Mon objectif, c'est d'éviter d'emmener des choses où je vais me dire, on sait jamais, ça peut servir. C'est soit ça va être utile, soit ça va pas l'être. Et ça, je me base aussi par rapport à mon expérience personnelle que j'ai eue, pour savoir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. J'ai sans doute oublié des petits trucs, donc j'aurai peut-être l'occasion de refaire un petit topo à ce niveau-là pour les choses que j'ai oubliées. Mais si tu as des suggestions, des trucs, n'hésite pas à les mettre en commentaire et puis on pourra en discuter en commentaire. En attendant, je te laisse avec la partie récap de ce qui s'est passé pendant le mois de février. Et pour ça, on va se retrouver dehors, sur le vélo, sous la pluie. Allez, c'est parti pour le récap du mois de février. Donc sur la première semaine de février, on était sur une semaine quand même plutôt de récupération. Rappelle-toi, on sort d'une semaine dans le Cantal, avec suivi d'un petit week-end dans le Pays Basque. Donc j'étais vraiment senti un peu fatigué de ça. Donc la première semaine était vraiment de la récupération. Ça me fait quand même environ 9 heures d'entraînement sur cette semaine. Et le dimanche, je suis allé me faire les 5 km du Tech. C'était la première fois que je faisais une course sur route, que je mettais un dossard sur route. Donc j'avais vraiment envie d'expérimenter ça. Et j'ai fait un temps de 19 minutes et 10 secondes. À savoir que ma gestion de course a été vraiment pourrie, c'est le terme. Puisque je suis parti, je crois que sur les quelques premières centaines de mètres, je devais être en 3,10 au kilo. Pour finir avec une moyenne en 3,48 au kilo. Donc gestion de course pourrie. Mais c'était une première, je savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Donc voilà, l'avantage c'est que ça va me permettre de comparer. Si je refais un 5 km l'hiver prochain, ça va me permettre de voir si j'ai progressé ou non. C'était à peu près le seul but de ce 5 km, de comparer les hivers les uns avec les autres. Mon ancien record était en 20 minutes et 25 secondes de mémoire. Donc ça fait quand même une bonne minute de mieux, donc c'est quand même assez cool. Ensuite, sur la deuxième semaine, il y a trop rien à dire sur cette semaine-là. J'ai fait qu'une sortie à vélo, une sortie d'environ 130 bornes. J'ai fait Bordeaux, Lacanau, Bordeaux. Donc plutôt cool. Avec une douzaine d'heures d'entraînement. Mais rien de particulier sur cette semaine-là. La troisième semaine, c'était un petit peu différent. Puisqu'en fait, avec le Samperico qui arrive donc début mars, je voulais essayer de m'affûter. Et en fait, ça m'a porté un peu préjudice. J'ai perdu du poids trop vite. Et ça a vraiment impacté mon niveau d'énergie. Et donc ma capacité à aller à l'entraînement, mon niveau d'énergie dans mon quotidien, au travail, je me sentais fatigué. Pour tout faire, en fait, je me sentais vraiment fatigué. Et j'ai fait quand même deux sorties, une sortie de 100 bornes et une sortie de 75 km sur 2 jours de suite. Mais vraiment, enfin, j'avais prévu de faire plus que ça sur les 2 jours. Mais je me sentais vraiment très fatigué. Et donc j'ai pas pu en fait. Tout simplement, j'avais pas l'énergie pour faire plus que ça. J'arrivais pas à appuyer sur les pédales, donc vraiment pas de bonne sensation du tout. Et en fait, je comprenais pas trop pourquoi. J'ai seulement compris pourquoi le lundi matin quand je me suis pesé. Et j'ai vu que j'avais perdu plus d'1 kilo sur la semaine. Et là j'ai compris que j'avais merdé. Et qu'il fallait pas en fait que je perde. Il fallait pas que je perde de poids aussi vite que ça. Il fallait vraiment prendre un peu plus le temps. Et du coup j'ai eu cette baisse d'énergie jusqu'au mardi qui suivait. Donc vraiment pas cool du tout. Et à l'image du dimanche où il faisait beau, je suis allé courir quoi 6 km. Et c'était vraiment 6 km, mais en ressenti c'était 30 bornes quoi. C'était aucune motivation, aucune envie, aucune énergie. Alors qu'il faisait beau et que j'allais courir quoi. Donc normalement ça partait bien.
Mais non, zéro envie. Et donc après j'ai réajusté un petit peu au niveau des apports pour la semaine qui a suivi et je me suis ressenti bien directement sur la 4e semaine. Je me suis ressenti bien directement dès le mercredi. Je suis allé rouler l'après-midi, j'ai fait une sortie de 100 bornes, j'ai enquillé direct avec 1 heure de footing et là je me suis senti mais vraiment normal. J'ai pu appuyer normalement sur les pédales et tout allait bien. Donc en fait sur cette semaine d'avant c'était vraiment ça, en fait c'était vraiment ce manque d'énergie qui m'a fait me sentir aussi faible que ça. Sur le reste de cette 4e semaine, donc j'avais une sortie d'environ 160 bornes et ça c'est plutôt cool puisque l'objectif du mois de février c'est d'avoir une sortie minimum de 150 bornes. Donc avec 10 bornes de plus, c'est plutôt anecdotique, 10 bornes, mais c'est quand même plutôt cool. Au moins l'objectif il est rempli. Cette sortie a été quand même vraiment compliquée puisque il y a eu du vent, de la grêle. De la pluie, il a fait froid, je suis rentré chez moi, je sortais plus mes doigts. J'ai galéré à fermer la porte d'entrée de chez moi, j'arrivais pas à tourner la clé. Enfin vraiment, ça faisait longtemps que j'étais pas rentré chez moi avec de telles sensations de douleur dans les mains à cause du froid. Enfin je crois que ça m'est arrivé une fois déjà, mais pas plus en fait. Enfin ça arrive jamais. Donc si on rajoute une crevaison à ça, vraiment on est sur un espèce de combo gagnant. Et que je suis rentré à moitié en fringale. Enfin c'était vraiment 160 km oui, mais quand même pas sans douleur. Donc en fait avec des conditions optimales, ça me fait quand même me dire que 180-200 bornes, ça devrait passer quand même assez facile. J'ai pas trop de doute là-dessus. Et ça y est, du coup le mois de février est terminé. Donc environ 46 heures d'entraînement sur ce mois de février. Donc plutôt cool à ce niveau-là. Réparti plutôt bien aussi, puisque 22 heures à pied et 24 heures je crois à vélo. Donc ça c'est vraiment une très bonne répartition. Et à peu près 700 km de vélo. Donc 700 km de vélo à l'entraînement, auquel il faut ajouter en fait 2 à 300 km de déplacement quotidien, puisque j'ai 6 km pour aller au travail, 5 km quand je vais en cours, donc aller, donc on le double avec les retours. Quand je vais courir, je prends le vélo et j'ai une douzaine de bornes si je vais de l'autre côté de Bordeaux. Donc vraiment je pense 2 à 300 km en plus. Ça c'est pas de l'entraînement qui se voit, mais c'est quand même de l'entraînement qui est là, mine de rien. Ça participe quand même à l'endurance. Et environ 230 bornes je crois de course à pied. On est quand même sur un mois plutôt bien, plutôt bon. Alors pendant le mois de mars, les 10 premiers jours vont être plutôt light, puisque j'ai le Sampereco qui va arriver le 9. Et donc l'objectif ça va vraiment être de s'affûter un max jusqu'au départ du Sampereco pour avoir un max d'énergie le jour du départ. Après ça il y aura quelques jours de récupération parce qu'on est quand même sur une course de 80 bornes, donc ça risque de laisser des traces. Je vais essayer de pas me blesser, mais dans tous les cas ça va laisser quand même des traces. Il faudra quand même en récupérer. Et après sur le reste du mois de mars, l'objectif ça va être de faire un minima 1-200 bornes, voire peut-être 2 si j'arrive à les caser, si j'ai le temps, s'il fait beau, si la météo le permet. J'espère que la météo sera vraiment meilleure qu'en février, que ce soit pas encore une galère à devoir regarder la météo pour avoir une fenêtre à chaque fois. J'espère qu'en mars ça va être plus cool. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc si tu veux me suivre dans ma préparation pour la transcontinentale, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi mettre un petit commentaire si tu as des questions, des trucs. On pourra en discuter dans les commentaires. Et n'hésite pas à liker la vidéo aussi, ça fait du bien au référencement. Mais allez, je vais te laisser. Si tu veux me suivre un peu plus dans mon quotidien, je te mets juste en dessous mon Insta, mon Strava. Ça te permet de te suivre un petit peu plus dans ce que je fais tous les jours. Je poste un petit peu plus régulièrement là-dessus. Et puis allez, ciao!